Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur un sujet qu'on me demande assez souvent, à savoir que maintenant que la campagne impériale V4 est quasiment finie, voire finie en Angleterre, et dans les royaumes, aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, il y a souvent une question qui revient, qui est qu'on est sur une campagne qui fait 10 bouquins en tout, puisqu'il y a 5 livres de campagne et 5 suppléments, donc 5 compagnes. Et une question que j'ai souvent vue sur les forums ou dans les commentaires, c'est quels sont les compagnons qui valent le coup? Puisqu'on peut comprendre que déjà, vous payez 30 balles par bouquin, vous n'avez pas forcément envie d'acheter encore une fois le double pour avoir la collection complète, à savoir les 10 volumes. Alors ça peut être pour la collectionnite intéressant, mais nous, comme d'habitude, on essaie de dépasser le cadre de la collectionnite parce que la vraie question c'est est-ce que je vais en avoir besoin? Donc je vous propose, très succinctement, très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, de vous faire un petit survol très rapide, pas un survol, mais vraiment juste un panorama des 5 bouquins qui existent et s'ils ont vraiment besoin, si vous avez vraiment besoin de les acheter et qu'est-ce qui se trouve dedans. Donc le premier c'est Enemy in Shadows, donc c'est le fameux, le premier volume qui reprend essentiellement des informations qui existaient auparavant, qui à mon avis est très 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 passable pour plusieurs raisons. La première, c'est que la majorité du contenu de l'or, on va dire, donc sur l'Empire, les routes de l'Empire, c'est un contenu qui est déjà présent, enfin qui était présent dans la V1 et dans la V2, plutôt sur, en gros, quand la première version de l'ennemi intérieur est sortie, en V1, les informations sur l'Empire, les routes de l'Empire et tutti quanti étaient déjà présentes dans ce bouquin-là. Et ça a été cassé sciemment dans la V4 pour faire plus de place au scénario, donc ce qui est très bien. Et toutes les informations secondaires et annexes présentes se sont retrouvées dans ce bouquin-là. Honnêtement, c'est un peu toujours. Je trouve que les deux premiers sont les plus faibles. Donc vous avez vraiment pas mal de petites choses gentillettes, quoi. Donc, comme je disais, il y a deux chapitres vraiment sur du lore, donc avec les routes, l'Empire. Ensuite, on a un chapitre sur les montures, qui n'est pas forcément très intéressant. Encore des règles sur la route, sachant que ces règles vont être réutilisées dans le compagnon sur les voleurs, qui est sorti en anglais et qui peut-être un jour se ressortira en français. Donc il y a des choses sur les Road Warden, donc les patrouilleurs des routes, la place des mutants dans l'Empire, et il y a un guide du joueur pour la main pourpre. En grosso modo, c'est une classe de PNJ supplémentaire pour jouer des cultistes, des sorts supplémentaires, et des petites amorces de scénario qui sont pas géniales. Encore une fois, soit c'est des trucs hyper simples, soit c'est des choses qui ont déjà été faites. L'énigme du joyau caché, c'est déjà le cas en V1. Et encore une fois, c'est pas vraiment des trucs qui sont hyper importants. Il y a aussi un cirque, donc le cirque Pandemonium, et des pré-tirés qui sont hérités eux de la V1. À savoir, c'est les pré-tirés pour faire la campagne impériale. Il y a notamment l'assistante, comment dire, l'adepte de Hieronymus Blitzen, qui est un magicien céleste qu'on croise dans la campagne. Honnêtement, le premier, je dirais, allez, 5 sur 10. Mais je peux pas vraiment le conseiller, je trouve que c'est un peu inutile. C'est quand on avait commencé Warhammer, qu'on crevait tous de faim et qu'on voulait absolument avoir tous les bouquins. Mais maintenant, en y revoyant passer la campagne, ayant fini, je le trouve vraiment sans intérêt. Ensuite, on a Mort sur le Reich, donc le compagnon, qui a une très jolie couverture, je lui donnerai toujours ça. Mais encore une fois, on est un peu sur le même délire, à savoir des articles, disons, très pas géniaux sur l'alchimie, alors on sait pas ce que ça fout là, sur les herbes, des scènes coupées qui sont pas du tout, qui sont vraiment des scènes coupées dans le sens où c'est juste des scénettes, il y a notamment, alors c'est rigolo, mais bon, me dire qu'il y a un vampire sur un bateau, bah j'aurais pu le faire moi-même, quoi. Donc il y a un vampire, il y a l'ambassadeur pénitentiaire, qui est un personnage bonus qui est vaguement introduit, auquel il est fait écho dans le dernier volume, succinctement. Mais c'est des choses que vous pouvez créer vous-même, hein, simplement. Plus intéressant, il y a les choses sur les rivières. On vous explique un peu comment marchent les gués, comment marchent les écluses, avec des règles supplémentaires sur la navigation, des dessins qui sont plutôt pas dégueulasses, tous les systèmes de patrouilleurs fluviaux, des PNJ que vous pouvez trouver, et ainsi de suite, avec surtout le système des sémaphores, comment ça marche, sur 2 pages, du matos pour améliorer votre bateau, les règles enfin, les règles de marchandage, et tout un profil en fait de pirates, de contrebandiers que vous pouvez trouver sur les rives, notamment du Reich et de Talabek. Et il y a un petit guide, encore une fois,
parfaitement inutile à mon avis, sur la couronne rouge, donc qui sont l'autre culte plus versé vers les bêtes, avec Etelka Herzen notamment, mais c'est, encore une fois, c'est plus de sorts, plus de machin, est-ce que c'est vraiment utile? Et on vous donne à la fin la description d'un navire supplémentaire pour, que vous pourriez rencontrer, avec tous sortes de PJ qui ont leurs propres intrigues. Et le dernier, c'est le début de la campagne du Seigneur des Tombes, qui est assez polémique, hein. C'est-à-dire que, enfin pas polémique dans le mauvais sens, mais pour certains c'est une mini-campagne qui n'a aucun intérêt, pour d'autres elle est super chouette parce qu'elle renforce un peu tout ça. Sa grande force c'est qu'elle est basée, il y a au moins un des scénars qui est un très très bon scénar en fait de la V1 qui s'appelle Les raisins de la colère, qui est très très bien. Pour le reste, je suis pas transcendé, là donc c'est une intégration qui a été faite peu ou prou de l'édition Oxward, donc qui était la Oxhead, pardon, qui était en fait les gens qui ont récupéré sous licence la V1 de Warhammer pour continuer à faire des bouquins de Warhammer, avec notamment Graham Davis quand Games Workshop a dit bah nous on arrête les frais, maintenant vous faites ça en indépendant. Donc c'est des éléments avec c'est l'histoire d'un moine qui se fait attaquer par son ancien élève qui veut devenir un puissant nécromancien, mais forcément qui a la voix qui porte et qui est un peu stupide. Donc si vous avez vraiment envie de faire tout le truc, avec toute la campagne, ça peut être intéressant. J'en ai parlé dans les intrigues secondaires, pourquoi pas. Il est un peu mieux, je lui donnerais 6 sur 10, ne serait-ce que pour les règles sur la navigation fluviale, qui vient aussi de la V1. Ainsi que bon, un effort quand même de lancer une petite campagne, une petite amorce. Mais encore une fois, je pense que les deux premiers bouquins sont très très dispensables. Je peux pas. Si vous me demandez juste, en gros, si vous me dites j'ai juste assez d'argent pour m'acheter un compagnon, c'est pas celui que je prendrai. Ensuite, on arrive peut-être quasiment à mon favori, le pouvoir derrière le trône. Celui-là est indispensable pour deux raisons. La première, c'est qu'il va vous donner une scène supplémentaire qui est absolument géniale pour le carnaval, à savoir la garde d'une partie du graphe qui est très très bien foutue, qui est assez dense, qui est parfaitement, enfin qui n'est pas juste 2 pages, quoi. Contrairement à ce qu'on avait sur les autres bouquins, là c'est assez long, il y a 5 ou 6 pages, c'est vraiment intéressant. Et il y a une galerie de PNJ supplémentaire qui est ajoutée, qui est parfaite. Avec notamment une prêtresse de Verena, pour vous aider sur le côté judiciaire, le représentant de la commission pour l'avancement des races non humaines, un fixeur qui bosse donc pour introduire les roublards qui, eux, n'ont rien à foutre des taxes. C'est du très très bon. Et en plus de ça, vous avez la chance d'avoir un scénario qui est génial, qui est donc basé sur le Seigneur des Tombes, le Maître des Tombes, qui est donc les raisins de la colère, avec des crânes en feu, avec les crânes en feu. Enfin, c'est absolument, c'est un super petit, c'est un bijou de petit scénar, tout simple, tout bête, que vous trouvez sur la route pour la Lidenheim. Et non, vraiment, j'ai pas le truc en tête, mais bon, il y a des trucs un peu plus sympas aussi. Notamment, il y a tout un petit chapitre sur le culte du lyrique. Donc ça, c'est la grande spécificité de la V4, à savoir essayer de mettre les chapitres dédiés aux prêtrises, notamment les sorts de prêtrises, dans différents bouquins dispersés aux 80. Le seul truc qui est pas sympa par rapport aux autres chapitres qu'on trouvera dans d'autres bouquins, je pense notamment aux armes, qui possèdent tout un chapitre sur le culte de Myrmidia, c'est qu'il n'y a pas de carrière spécifique de prêtre d'Ulric. Ce qui est assez naze parce qu'en fait, ils ont mis des carrières de prêtre dans tous les autres bouquins. Bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils n'avaient pas trop réfléchi à ça. En tout cas, il y a des miracles qui sont assez bourrins. Il y a aussi une vue d'un culte de Slanesh, pour avoir des sorts sur Slanesh, mais encore une fois, moi je suis vraiment pas très fan de rajouter des sorts supplémentaires à des mecs qui sont déjà des PNJ un peu sorciers. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est sympa, hein, ça ajoute de la couleur, mais c'est pas vraiment mon délire. Donc voilà, il y a beaucoup de profils qui sont redonnés, il y a l'aventure dont je parle, il y a aussi tout un gros zoom sur la bad guy, sur la méchante du pouvoir d'aller au trône, il y a aussi beaucoup plus de travail sur Nastacha, je crois, l'espionne qui peut vous filer un coup de main. C'est du très très bon, pour moi c'est du 8 sur 10, du 8 sur 10, du 9 sur 10. S'il y en avait qu'un que vous deviez garder, c'est celui-là. Je vous parlerai du second que vous devriez garder. Donc c'est pas le prochain, hélas. Donc le racornu, je ne suis pas transcendé, j'en ai déjà parlé, pour une raison qui est très simple, c'est la moitié du supplément provient peu ou prou de la V2, d'un supplément qui s'appelait Les Enfants du racornu, qui évidemment vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai pas la V2, donc à ce moment-là ça s'entend. Si vous êtes intéressé par les Skaven, si vous comptez faire jouer les Skaven hors de la campagne, parce que dans cette campagne-là, les Skaven n'interviennent que dans ce chapitre-là,
à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir une sorte de Reader Digest des enfants du roi cornu. Pour le reste du, pour le reste du bouquin, j'ai pas été transcendé, hein, très honnêtement. Les scénars, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont pas. Donc, passer, hein, nonobstant, oublie pas, la moitié du bouquin, c'est vraiment les Skaven, donc on passe ça. Et au-delà de ça, on va avoir. Ouais, ça, il y a quand même beaucoup de choses, hein, parce que là, c'est. Vous avez la magie Skaven, la conspiration Skaven. Il y a un guide des montagnes du milieu, que sympa, avec des rencontres de fantômes. Il y a la classe de. La classe. Oula. Il y a la carrière d'Iron Breaker, donc de brise fer les nains qui se battent enfin, sous les tunnels. Il y a un vieux scénar, encore une fois, qui introduit Alphonse Gascoigne, donc le Hercule Poirot local, qui était un gnome à l'époque, qui est devenu un halflin, je sais pas pourquoi, qui est plutôt sympa. Il y a Aurore dans les ténèbres, que j'ai pas trouvé transcendant dans une mine, où on poursuit, il y a une espèce de un gros monstre scavenoïde qui va nous buter, et plus rigolo, enfin, il y a un peu d'originalité avec le maître des tombes, où en gros, c'est pas tellement un scénar, mais c'est un découpage de scénettes que vous allez avoir durant tout le raccornu, donc durant votre enquête à Mindenheim, dans les montagnes du milieu jusqu'au final à Karaskig, avec ce qu'il va essayer de mettre en place pour essayer pour rattraper les PJ et se venger d'eux, parce que le pitch en fait de la campagne du Maître des Tombes, c'est que le gars est obsédé par les PJ, il pense que les PJ sont investis d'une mission divine pour le détruire, et qu'en gros c'est leur némésis. Ça fait un peu Team Rocket dans Pokémon. Il y a des trucs assez rigolos, hein. Il y a notamment un moment où, parce que l'idée c'est qu'il passe sur tous les villages, il les ratiboise, mais il se fait toujours défoncer par des bêtises, il se prend une botte sur la tête, il croit que c'est la sainte botte de mort, et puis il passe son chemin. Il y a un moment, en fait, vous arrivez dans un village où il y a eu des zombies qui sont arrivés, tous les zombies ont été détruits par les villageois qui cachent les cadavres partout où ils peuvent, parce que c'est l'un des plus beaux villages de tout le Midland. Et donc quand les joueurs arrivent, ils disent dis donc, il s'est passé de drôles choses ici. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien dans la marchande. Et à la fin, durant la nuit, les villageois essaient d'assassiner les PJ pour le bien commun, en fait. C'est une parodie de Hot Fuzz. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir. Où en gros, toute l'intrigue se passe dans le plus beau village d'Angleterre, et il y a des meurtres. Enfin, je vous spoilerai pas le film si vous l'avez pas vu, mais c'est absolument génial. Donc ouais, le raccornu, je dis un petit 6 sur 10, c'est sympa, mais en fait, il vaut 7-8 sur 10 si vous n'avez pas de bouquin sur les Skaven et que vous voulez un bouquin sur les Skaven. Si vous avez déjà le raccornu, enfin les filles du raccornu en V2, il vaut 4 sur 10. Et enfin, dernier, donc mon second préféré, s'il vous reste un peu d'argent après le compagnon du pouvoir vers le trône, le dernier, donc le compagnon de l'Empire en ruine, que j'ai adoré. Moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je l'ai aimé pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un scénar qui s'appelle Le siège de Disdorf, qui est absolument génial, qui est un siège, où en gros vous arrivez dans une ville qui est juste à côté d'un lieu saint MacGuffin où vous devez aller, et pour accéder à ce lieu saint, bah, il faut que vous protégiez la ville. Et la ville, et l'un des cheftains de la ville s'est fait assassiner, donc c'est à vous, avec le conseil de la ville, de prendre des décisions qui sont plus ou moins délicates pour protéger la ville d'une horde du chaos qui arrive. Cette horde du chaos est gérée par la Couronne Rouge, donc ça permet enfin de terminer toute l'histoire des Telka Erzen, la Couronne Rouge, ça c'est vachement bien. Il y a plein de choix, il y a une bataille plus ou moins cinématique que vous pouvez faire à la fin. Il y a des cartes et des choix intéressants. Il y a plein de trucs, c'est super, c'est vraiment super. Moi j'ai été enchanté, c'est peut-être mon scénario préféré, mon scénario secondaire préféré de toute la campagne. Donc je parle pas de l'histoire principale, mais des trucs bonus que vous pouvez jouer. S'il y a qu'un seul truc bonus que vous devez faire jouer, c'est ça. C'est vous planquez Tekka Herzen, vous faites en sorte qu'elle meure pas à la fin du second tome, et vous faites jouer à ça à la fin, et je peux vous dire que si vous gérez votre barque, vos joueurs s'en souviendront. En tout cas, les miens, ils s'en ont souvenus, et c'était un super souvenir. Et à part ça, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, il y a des fins alternatives qui sont proposées. C'est-à-dire qu'on a 5 ou 6 cas enfin non, je vais pas être méchant, il y a une vingtaine de pages dédiées sur des what-if, sur qu'est-ce qui se passe si les méchants gagnent, et les différents méchants, donc en gros le grand méchant de l'Ordre Magique, le grand méchant de la main pourpre, le second méchant de la main pourpre qui est introduit dans le pouvoir derrière le trône, voire même le mec de la main pourpre qui meurt au tout début de la campagne. Et qu'est-ce qui se passe si les joueurs gagnent, en gros, si toutes les checklists qui sont faites pour les joueurs sont cochées, les joueurs peuvent avoir une sorte de victoire totale qui est assez rigolote, avec des conséquences toujours Warhammeresques dans tous les cas, allant de la destruction pure et simple de l'Empire, à la création d'Antéchrist, en passant simplement la victoire des joueurs. Vous héritez de Wittgenstein, donc c'est de Wittgendorf, pardon. Le reste du bouquin est pas, je vais pas mentir, hein, c'est pas aussi bien, hein, il y a des éléments sur le Rocher Scintillant, qui est un endroit assez important durant le début du 5e chapitre.
Il y a un scénario qui est pas terrible avec un ogre. Il y a la profusion de chaos qui va s'instaurer à Aldorf, puisqu'à la fin, en fait, il y a des énergies chaotiques qui envahissent la ville. Donc il y a des cochons, il y a des cadavres. Chez le boucher, en fait, il y a des têtes de cochons qui volent, des choses un peu comme ça. Il y a un descriptif aussi d'éléments propres au col du feu noir avec les Oslanders impériaux, la guilde, enfin le clan de gobelins qui vit là-bas. Il y a des éléments sur la question du Norland qui sont pas terribles, hein, vraiment, je vais pas mentir. Donc celui-là, et il y a la fin de l'histoire du maître des tombes qui est assez rigolote aussi. Celui-là, pour moi, c'est un bon 7-8/10. Je suis biaisé hein, dans le sens où j'ai beaucoup. Je trouve que le scénario fait vraiment beaucoup. Vous avez un scénario de 20 pages, vous avez des fins alternatives, vous avez la fin de la campagne du maître des tombes. Mais en l'occurrence, donc ouais, un bon 7/10. Donc vraiment, si vous ne deviez en garder qu'un seul, encore une fois, prenez le guide du compagnon derrière le trône. Et si vous deviez en prendre un second, prenez celui sur l'Empire en ruine, donc le dernier. Pour le reste, honnêtement, collectionniste nonobstant, je peux pas vous les conseiller. Je peux pas vous les conseiller parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. C'est beaucoup d'articles qui ne sont pas forcément liés à votre campagne. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais le marchandage c'est important, les patrouilles fluviales c'est important. Alors oui, mais posez-vous la question, dans une campagne qui va déjà vous prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, moi ça m'a pris 2 ans de ma vie, et j'allais très très vite, posez-vous la question, est-ce que vous avez encore envie de rajouter des choses? Et ça c'est très important, parce que on a tous commencé des campagnes, on se disait ouais c'est super, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, et en fait ça augmente en complexité, ça augmente en préparation, donc vous passez beaucoup de temps, et très rapidement vous pouvez noyer votre campagne dans ces éléments-là, c'est-à-dire que il se peut que vos joueurs ils disent en fait ta campagne c'est sympa, mais moi ce que j'aime c'est faire du commerce fluvial. Donc pour aller jusqu'à Wittgendorf, vous pouvez vous brosser. Ou oui voilà, plein d'éléments sur les Scaven, alors c'est super, mais s'ils commencent à aller se balader du côté des Scaven plutôt que faire la campagne, bon, on n'est pas rendu. Après ça peut faire une super campagne, hein. Mais je sais que ça peut être très tentant de tout utiliser, et c'est pas une bonne idée. Votre bateau, la barge, elle va très bien comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du matos pour équiper une coque qui va plus vite ou un lance-harpon. Pareil pour l'alchimie, pareil pour les patrouilleurs, même le col du feu noir, il rajoute plein d'éléments dessus, mais concrètement, ce qu'il y a déjà dans la campagne, c'est assez important avec la poursuite de vous savez quoi, et pas mal d'éléments qui sont déjà bien denses, hein. N'oubliez pas, par exemple, l'Empire en ruine, c'est quand même un bouquin qui fait quasiment plus de 200 pages. Il faut les jouer, quoi, parce que c'est pas 200 pages, la moitié scénar, moitié explicatif, c'est 200 pages de scénar, donc ça fait déjà beaucoup, donc si vous rajoutez par derrière des scénarios supplémentaires, le maître des tombes, tout ça, ça commence à faire énormément de choses. Donc ça, c'est plutôt la question qu'il faut vous posiez. Et encore une fois, le seul bouquin qui est vraiment très utile parmi tous les compagnons pour la campagne, et même si je suis en train de... Je mets de côté l'Empire en ruine parce que j'aime beaucoup le siège de Dizdorf, c'est vraiment le pouvoir d'Halo Throne, c'est le seul et l'unique, et c'est le seul que vous devriez garder, à mon avis, et qui est indispensable. Pour le reste, c'est en votre âme et conscience, hein. Je suis à peu près sûr que la majorité des gens qui veulent faire la campagne et qui ont acheté en VF ont déjà acheté les compagnons. Donc cette vidéo ne leur est sûrement pas destinée. Mais si jamais vous achetez la campagne, vous voulez jouer la campagne, n'achetez que le troisième compagnon. Le reste, très honnêtement, vous pouvez passer fille. Au mieux, vous attendez qu'il y ait un Humble Bundle qui passe, vous les prenez en anglais. Bon, ça vous fera peut-être, si vous n'êtes pas super à l'aise en anglais, il y a toujours moyen de se débrouiller, mais au moins vous aurez juste les petits éléments, que ce soit les tables aléatoires ou le scénario qui va bien. Croyez-moi, avec ce qui existe déjà et tout le boulot que vous aurez avec la campagne pure, vous aurez déjà de quoi faire. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je voulais pas faire une vidéo très longue, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne recherche, hein, si vous cherchez des bouquins, et puis une bonne préparation de votre campagne. Allez, salut!